Eh bien, bonjour à tous ceux euh, qui sont venus nous voir à cette présentation. Et nous allons bientôt commencer. Ah, c'est vrai, il y a une petite virgule à passer. Je vous la partage tout de suite. Voilà, donc rebonjour. C'est bien que Iteis et I Believe aient choisi ce thème de l'espace et de voyage dans l'espace, puisque justement M81 est une galaxie. Donc on est pile dans le thème. Euh, voilà. Donc, le but aujourd'hui, ou cet après-midi, c'est de vous dire, ou de vous montrer que vous avez la possibilité de surveiller votre IBMI de la même façon que ce que vous faites pour surveiller le reste du monde et le reste des machines qui ont une adresse IP. Eh bien, c'est ce sur quoi nous allons travailler à partir de maintenant. Dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure à 13h30, il y a eu quelques petits problèmes de connexion, de coupure réseau, de je ne sais trop quoi. J'espère qu'il n'y en aura pas et que cette fois-ci, ça marchera bien. Donc, je suis Pascal Rugbuche de M81 et vous avez Amal qui est là et qui Bonjour. est responsable commercial pour toute la partie Europe, puisque pour ceux qui connaissent Bruno Taverne, il est maintenant responsable de toute la partie Amérique, Amérique avec un S, nord et sud, puisque nous avons décidé d'envahir les Amériques. Voilà, allons-y. Et vous avez un chat et vous n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat ou dans les questions. Il y a normalement tout ce qu'il faut dans votre écran. Allons-y. Alors d'abord, une petite présentation de M81. Bon, pour ceux qui étaient là à la présentation de tout à l'heure, c'est la même, hein, on n'a pas changé de société. Pour les autres, donc M80 est un éditeur de logiciels européen, français, on est basé à Lyon. On est spécialisé dans l'IBMI avec deux logiciels distribués, Control 4i, dont je vais parler maintenant, et Flash 4i, dont le but initial est de faire une sauvegarde sans arrêter la prod, sans rien arrêter, et sans qu'il y ait de blocage de quoi que ce soit. Donc, vous avez 1 ou 2 minutes d'arrêt éventuel, et après tout le reste est fait sur une autre partition. Et ça marche bien en plus. Mais ça ne fait pas que ça, et je vous invite à aller regarder le replay de la présentation de tout à l'heure, par exemple, pour la partie sécurisation en cas d'attaque, en cas de corruption de données, entre autres. M80 a 10 ans maintenant, 10 ans et demi. On travaille avec un réseau de partenaires, 48 partenaires dans le monde, dans 23 pays. On a plus de 600 clients finaux, donc 600 clients qui utilisent une de nos solutions, et plus de 1000 partitions installées. Alors le 1000, on l'a dépassé au mois de janvier. On n'a pas refait le compte depuis. On ne doit pas être loin de 2200 là ou 1300 maintenant. Il faudra qu'on refasse le compte. Mais voilà les pays dans lesquels nous sommes présents actuellement. Donc ce sont ceux en rose, hein, pas ceux en bleu, pas encore. Voilà. Alors le but aujourd'hui ou cet après-midi, ça va être de parler d'un produit qui s'appelle Control 4i. Alors pour commencer en préambule, je vous rappelle ou signale, ou vous le vivez peut-être, que surveiller son informatique, c'est quelque chose d'important et que notamment quand on a des Windows, on sait que Windows a une fâcheuse tendance à planter à peu près quand il le veut et que du coup, il vaut mieux surveiller les Windows et puis être proactif et pouvoir faire ça. C'est valable à peu près pour tout. C'est plus reconnu pour Windows, mais c'est valable à peu près pour tout. Et puis, beaucoup de sociétés ont déjà toute une infrastructure pour aller faire ça. Et cette infrastructure, ça peut être uniquement un logiciel de monitoring, type Nagios par exemple, qui est le plus connu, et quelque chose qui tourne tout seul dans son coin, et les personnes responsables ou l'informatique, ou bien une vraie infrastructure avec une salle telle que vous l'avez ici, avec une équipe de plusieurs personnes, etc. Souvent, la vérité est quelque peu. Donc,
Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour tout ce qui a une adresse IP. Parmi les logiciels qui permettent de faire ça, il y en a qui sont libres et gratuits, d'autres qui sont payants et très chers, avec plus de fonctionnalités. Souvent, c'est quelque part entre les deux, un logiciel gratuit ou presque gratuit avec de la maintenance. Il y en a sous Linux, c'est le cas de Nagios qui est le plus connu et qui est un petit peu qui était un petit peu précurseur dans le domaine des logiciels libres, mais qui a donné plein de petits concurrents, dont PRTG, qui tourne sous Windows, lui, et qui est aussi très connu. SolarWind qui est aussi plutôt connu. Il y en a d'autres, Centreon, Shinken, Isinga, enfin voilà, il y en a pléthore, il y en a plusieurs dizaines qui permettent de surveiller à peu près tout. Et puis dans beaucoup de sociétés, dans plusieurs sociétés, il y a au moins une personne qui est dédiée. Pascal, Ça peut être une personne ou une équipe. Pascal, tu m'entends? Oui. Essaye d'arrêter la caméra comme tout à l'heure, je pense, parce que ça recommence. Ok. Allons-y. Donc, j'arrive de me voir cet après-midi, mais voilà, je coupe la caméra en espérant que ça pose moins de problèmes. C'est bon, Amal, ça passe là? Oui, là c'est bien. Ok. Donc, souvent, il y a une personne, voire une équipe qui est dédiée à la surveillance, au moins pour faire le niveau 1. Donc, qui va surveiller un écran ou attendre les emails et puis faire autre chose pendant ce temps-là. Et avec des actions à réaliser en utilisant des procédures, ça permet d'avoir une meilleure réactivité et puis de soulager les administrateurs qui font pendant ce temps-là du Windows, Linux, qui sont souvent mieux payés que les gens qui font juste de la surveillance et permet de gagner du temps, donc d'avoir des retours sur investissement. Et puis les administrateurs des différents systèmes peuvent aussi analyser les incidents, puisque comme ils sont tous répertoriés, il y a des historiques, il y a des fréquences, etc. Donc ça permet de les analyser et d'éliminer ce qui est à l'origine de ces incidents. Il y a une page blanche, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que l'IBM est exclu de la surveillance? Peut-être parce qu'il est vu comme ça. Et que beaucoup trop de gens le voient encore comme ça. Donc ça, c'est un peu déplorable. C'est l'objet que vous avez là sur la modernisation de l'IBMI. Mais nous, en interne, qui travaillons sur l'IBMI au quotidien, on sait que ça n'est plus comme ça. Mais les gens de l'externe, les gens qui travaillent sur Windows, souvent continuent à le voir comme ça. Et on en a tous des exemples de copains à qui on discute et qui disent « Ah, tu travailles sur un AS400 oh, j'y crois pas ». Donc c'est un peu dommage. Alors qu'en fait, on sait très bien que l'IBMI, que l'AS400 est mort déjà, et que l'IBMI est entré dans le monde de l'informatique telle qu'on la pratique maintenant, donc avec du graphisme, de la souris, avec la possibilité de l'utiliser comme ça se fait partout ailleurs, ou pas, si on préfère. Et puis avec une roadmap avec pas mal d'évolutions, etc., et qui vont toujours dans le sens de la modernité. Alors, pourquoi est-ce que cette machine n'est pas surveillée avec des outils tels que Nagios, en fait, par les différentes entreprises? Alors peut-être parce que c'est un serveur qui est très stable, qui est réputé être stable. Donc, pas besoin de contrôle, ça tourne, ça marche tout seul. Peut-être aussi parce que l'administrateur IBMI, qui est souvent seul, ou ils ne sont pas nombreux en tout cas dans les sociétés, est toujours disponible, passionné par ce qu'il fait, et puis il ou elle d'ailleurs, est très impliqué. Ah. Ouais, ça coupe encore? Bon. Alors je suis désolé pour pour les problèmes techniques, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir un problème sur mon PC. Je reprends un petit peu là où j'étais. Donc peut-être que ce serveur est très stable, peut-être que l'administrateur IBMI est très compétent, très disponible, passionné par ce qu'il fait et par ce système, et donc ou même parfois, il n'y a pas d'administrateur du tout, justement parce que c'est stable
Donc, il n'y a pas besoin de le gérer. Il y a des gens qui gèrent l'applicatif, mais pas le système lui-même. Mais c'est pas forcément une bonne idée de ne pas le surveiller, parce que ça a beau être très stable. On peut très bien avoir des surprises. Par exemple, il n'y a pas de sauvegarde parce que le lecteur de sauvegarde est défectueux, parce qu'il n'y avait pas assez de cartouches pour le faire, parce que je ne sais trop quoi. Peut-être qu'il y a une haute disponibilité qui est en place et qu'elle est désynchronisée. Pas forcément arrêtée complètement. Il y a quelqu'un qui a des messages qui disent que certains fichiers ou bibliothèques ne sont pas pris en compte ou pas synchrones, enfin, voilà, ou que l'espace disque monte et commence à arriver à saturation. Dans tous les cas, ou bien un sous-système qui n'est pas et les utilisateurs qui appellent tous et on réagit en mode panique plutôt que de dire on a été prévenu et on est intervenu avant que le premier utilisateur ne s'en aperçoive. Donc c'est bien de le surveiller quand même, ce système. Et donc moi je trouve que c'est dommage quand même d'avoir un petit village gaulois qui fait de la résistance. Ça a quelque chose de sympathique et on peut en être fier, mais c'est quand même pas une bonne idée d'un point de vue entreprise de ne pas en profiter. Alors, il y a peut-être d'autres raisons. Il y a peut-être d'autres raisons qui, quelquefois, ne sont pas, sont un peu moins avouables. Donc, autant se les dire. La première, c'est que l'équipe de surveillance qui vient du monde open, donc Windows, Unix, Linux, et qui surveille tout ce qui a une adresse IP, y compris la machine à café, si elle a une adresse IP, parce que c'est vachement important, la machine à café. Donc, ils viennent du monde et ils ne discutent pas, ils ne parlent pas le même langage que les gens de l'IBMI. On sait bien que c'est pas une bibliothèque ou un répertoire chose, et puis et on parle d'un profil utilisateur et non pas d'un compte. Enfin, donc c'est pas le même langage. Du coup, on a un peu de mal à s'entendre quelquefois. Et puis il existe des plugins pour surveiller l'IBMI avec Nagios. Et IBM d'ailleurs en fournit quelques-uns sur leur site. On peut les trouver. Il y en a en standard dans Nagios. Il y a certains concurrents de Nagios qui fournissent. Alors déjà le fait qu'ils appellent PAC AS400, pas très rassurant, ça veut dire qu'ils sont restés un peu loin en arrière. Certains les font évoluer, mais dans tous les cas, ça reste light quand même. Alors il existe donc des packs pour mais ça reste du coup une syntaxe de type Linux, une logique de type Linux. Et puis si on veut tester, en tant qu'administrateur IBMI, vérifier, dire ce qu'on veut surveiller et comment, eh bien, il faut se connecter sur une machine Linux et lancer les contrôles. Et les contrôles ressemblent plutôt à ça. Donc avec un check IBMI status, le "-m", on dit ce qu'on veut surveiller, et ça, faut se débrouiller pour trouver le paramètre. Et puis les paramètres derrière vont changer en fonction de ce qu'on surveille. Et ça, on n'aime pas beaucoup. Le F4, il n'y a pas bien, et voilà. Beaucoup d'administrateurs IBMI n'aiment pas. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moyen? Eh bien, c'est là qu'intervient M81 et le produit Control for I. C'est dit. Voilà. Il y a des outils qui existent, qui sont plus ou moins gratuits, qui sont pour beaucoup très efficaces et utilisés. Donc, ça peut être un de ceux qui est mentionné ici ou un autre. Eh bien, on va créer un produit qui va s'interfacer avec l'IBMI et qui, côté IBMI, va permettre de surveiller à peu près tout ce qu'il y a côté IBMI. Et la différence par rapport à ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne va pas utiliser des commandes Unix, enfin Linux ou Windows, mais on va utiliser des commandes IBMI. Et ces commandes IBMI vont du coup utiliser des programmes IBMI qui seront développés côté IBMI. Et donc, si on peut écrire un programme qui va surveiller quelque chose dans la partition elle-même, eh bien, on peut écrire un programme qui sera interfacé avec Nagios ou n'importe lequel de ses petits copains. Le paramétrage entre les deux sera ultra simple. Je vais vous montrer comment ça marche. Et non seulement c'est possible, mais le produit est livré avec beaucoup de contrôles existants. Donc, les contrôles, il doit y avoir 60 actuellement des commandes IBMI, et par le jeu des paramètres de ces commandes, ça permet, si on utilise les mêmes normes les mêmes descriptions que ce qui est utilisé dans les différents packs, et notamment le pack Nagios pour IBMI fourni par IBM, ça nous donne quelque chose comme, quelque part, ça bouge beaucoup, mais entre 180 et 200 contrôles différents de ce que l'on peut faire avec Control for I, préexistant. Et vous voyez cette petite
ce petit truc qui est un peu biscornu là, qui est bizarre, vous pouvez y intégrer votre. Vous pouvez mettre vos propres programmes, c'est de manière très simple et c'est documenté dans le produit. Donc, comme je disais, ça permet de surveiller, on utilise l'IBMI native du IBMI. Elles sont naturelles. N'importe quel administrateur IBMI va les comprendre très vite. C'est facile à tester puisque ça tourne côté IBMI. Donc, on va les taper côté IBMI et quand on aura bien la bonne syntaxe, il suffira de faire un coller dans Nagios ou équivalent. Et puis, l'installation et le paramétrage sont très simples. Franchement, une installation de Control 4i pour une partition sur un Nagios, c'est de l'ordre de 1 heure. Après, il y a du temps à passer pour connaître les contrôles, savoir ce qu'on veut surveiller, etc. Donc là, il y a du paramétrage, un peu de formation, etc. L'installation elle-même, à partir au bout d'1 heure, on a le premier contrôle qui va tourner. Pascal, oui. Tu disais juste un truc qui va bien pour que je te pose cette question. Je pense que c'est le bon moment. Existe-t-il un contrôle sur le nombre de fichiers d'un répertoire de l'IFS? Pas pour l'instant. Sur le si, il y en a un. Il y a un contrôle qui permet d'aller vérifier le nombre de fichiers dans un répertoire et tous ces sous-répertoires, mais je le montrerai tout à l'heure quand je ferai la démo. Je vais le noter pour essayer de ne pas l'oublier. Donc, il est possible d'adapter facilement vos programmes existants. Donc, si vous avez un programme qui dit oui, non, ça marche, ça ne marche pas, vous pouvez très facilement, en une demi-heure, le transformer en sonde dans Nagios et obtenir un nouveau contrôle, donc qui sera votre spécifique. Donc voilà, c'est le produit de surveillance développé par des spécialistes IBMI pour vous. Alors, comment ça marche? Le mieux, c'est de vous faire une démo. Dans le PDF que vous allez avoir après, vous allez avoir tout un tas de copies d'écran qui vont rappeler plus ou moins la démo. Mais là, je vais tout vous faire en live. Et donc, allons-y. Il faut juste mon écran. Le voilà. Je vais vous la faire un peu en double. J'ai pas de Nagios installé chez nous. On a Centréon qui est un équivalent Nagios, juste un peu plus facile à utiliser à mon avis. Et un PRTG. Donc pour ceux qui préfèrent sous Windows, et vous allez voir que c'est une façon de voir les choses un petit peu différente. Alors, dans Centréon, l'affichage, il est comme ça. Alors, dans Nagios, il est très similaire, hein, ça ressemble très fort. Donc, je vous rappelle que le but, c'est de voir les erreurs, d'aller faire des surveillances, donc d'aller faire un ping, d'aller faire une vérification que tel ou tel service fonctionne, d'aller faire une vérification que les sauvegardes ont été réalisées. Eh bien, on a un écran qui est paramétrable dans lequel on voit que les partitions, donc ça, ce sont les systèmes. On a un Linux ici et puis des partitions. Le reste, ce sont des partitions IBMI. Et puis, on voit qu'il y en a 2 qui sont arrêtés ou qui ne répondent pas, en tout cas, et que les autres fonctionnent bien. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'aller regarder les statuts, le statut des services. Alors, je peux aller regarder les statuts des hosts. Les hosts, ce sont les partitions ou les serveurs. Donc là, dans un premier temps, je ne vois que les erreurs, que ceux qui ne répondent pas. Donc, je revois mes 2 machines ici. Mais si je demande à tout voir, je vois qu'il y a un Linux ici, qui est le Centréon, 2 Windows ici, et puis le reste, pour moi, ce sont des partitions IBMI, et que tout le monde répond bien, sauf ces 2-là. Ça, c'est le ping, donc ça, c'est la base. Ça, vous n'avez pas besoin de contrôle 4i pour faire un ping avec Nagios. Par contre, si je vais regarder les services, donc même principe, dans un premier temps, un service égale un contrôle. D'accord? Donc, l'espace disque, c'est un service, la CPU, c'est un service, sous-système cubage de démarrer, c'est un service. Dans un premier temps, j'ai uniquement les problèmes. Le but du produit, c'est de dire il y a un problème, où tout va bien. Donc, normalement, cette liste devrait être vide. Nous, ce sont des machines de test, donc on ne s'en occupe pas vraiment. Je vais sélectionner pour ne voir que la machine qui s'appelle prod. Donc voilà, ici le host, c'est bien prod, et j'ai tous ces éléments-là qui ne fonctionnent pas. Par contre, si je demande à tout voir, j'ai tout ça qui est OK. Donc, je sais que dans une exploitation normale, je dois m'occuper de ces éléments-là. Et il y a tout dans Nagios, dans Centréon, dans PRTG, il y a tout pour dire si c'est critique, j'envoie un email à telle ou telle personne, à tel ou tel groupe de personnes.
pour dire j'ai bien vu que ce truc-là était qu'il y avait un problème et donc je vais faire un acknowledge, donc dire que cet élément-là, je vais faire un acknowledge, donc dire je vais et donc il ne sera plus considéré comme trop critique, etc. Donc il y a tous les outils qui vont bien pour pouvoir gérer les incidents. Pour l'instant, on n'est toujours pas parlé de contrôle for each. Là, on est, voilà, il est passé en acknowledge, donc on le voit, il a changé de couleur. Et si je demande à revoir les problèmes non pris en compte, il n'en fait plus partie. Il fait partie des problèmes, mais pas des problèmes non pris en compte. Donc tout ça, c'est de la gestion interne à Centréon ici, ou à Nagios, ou à ce que vous voulez. Partant de là, je veux surveiller l'IBMI. Donc pour surveiller l'IBMI, j'ai besoin de contrôle for each qui va être installé côté partition IBMI, sur chaque partition IBMI, et il y aura un agent qui devrait être démarré. Donc je vais passer à cette partie-là, à ce merveilleux écran noir et vert, et dedans, je vais voir comment je peux surveiller. Je vais prendre comme exemple, un premier exemple pour aller surveiller QBatch, vérifier simplement que le sous-système QBatch est démarré. Ah ben non, tiens, comme quelqu'un demandait si on peut compter le nombre de fichiers dans l'IFS, je vais utiliser celle-là. Je connais la commande pour le faire, c'est un CT, check. Toutes nos commandes, tous nos objets vont commencer par CT pour contrôle et check pour ce qui est des checks ou des contrôles à faire. Et je vais faire un CT check NB IFS. Ça, c'est IFS NB. C'est check quelque chose. Check IFS NF pour nombre de fichiers. Donc, avec cette commande qui est livrée avec le produit, je peux dire que dans le répertoire /home, je veux inclure les sous-répertoires et je veux vérifier qu'il n'y a pas plus de 20 fichiers. S'il y a plus de 20 fichiers, ce sera une alerte. Alors, il faut qu'il y en ait moins. Donc, je vais dire que je ne contrôle pas le nombre minimum de fichiers, mais je veux qu'il y ait un maximum de 20 fichiers, et ça donnera une alerte critique s'il y en a. Vous remarquerez au passage qu'on peut vérifier la durée de vie de ce fichier, vérifier que tous les fichiers ont moins d'une heure ou moins d'une journée, parce qu'ils doivent être récupérés par un serveur EDI quelconque, etc. Donc là, c'est include. Et là, il me dit que c'est en erreur parce qu'il y a 41 fichiers qui ont été trouvés. C'est normal, il y en a plus que ça. Donc là, je suis côté IBMI et je peux faire mon test autant de fois que je veux. C'est juste un test. Donc je peux le relancer en mettant 42. Et là, il me dit, c'est OK. Il y en a 41, c'est en dessous de la limite qu'on a demandé. Une fois que j'ai mon test complet, que j'ai ma commande complète, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est la sélectionner et la copier. Je fais un CTRL-C et je vais venir maintenant côté Nagios. Et dans Nagios, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter un service. Donc, service by host. Donc là, je suis dans le mode configuration. Et dans la configuration, je vais ajouter un service. Et ce sera nombre IFS I believe 2024. Là, pour l'instant, c'est du Centréon pur, Nagios pur. Donc, je vais contrôler ça sur la partition qui s'appelle prod, et vous avez vu que je pourrais en mettre plusieurs. Donc, une seule et même définition de contrôle pour plusieurs systèmes. Je dois choisir un modèle. Alors, pourquoi choisir un modèle? Parce qu'un modèle, ça me permettra d'éviter de saisir toutes les informations sur qui va recevoir un email, quelles sont les relations, quels sont les logos qui seront utilisés, enfin, etc. Ou bien quelle sera la fréquence de lancement. Donc, le modèle me permet d'éviter de saisir tout ça. Et ici, je dois indiquer la check commande. La check commande, c'est vue par Centréon. Et donc, c'est le nom du plugin. On fournit un plugin, un seul et unique plugin, un seul et unique programme à installer côté Nagios. Et ce programme, il demande deux paramètres, en fait, l'adresse IP de la partition qui sera mise par défaut par le produit et le nom de la commande à utiliser. Et la commande, je fais un CTRL-V
Et voilà, j'ai ici la commande que j'avais tout à l'heure dans ma ligne de commande. Le reste, c'est du Centrion pur ou du Nagios pur. Ce qui concerne Control for Write ici, c'est uniquement cette partie-là. Tout le reste, c'est de la supervision standard. Donc, si vous avez quelqu'un qui s'occupe de supervision dans votre société, c'est exactement, c'est le seul lien. Tout le reste, la personne le connaît par cœur. Je vais sauvegarder. Là, j'ai modifié la configuration pour que ce soit pris en charge par le produit, il faut lui dire. Là, il voit que la configuration a été changée, donc je dois exporter la configuration. C'est une petite manip technique à faire, c'est tout. Il n'y en a pas pour longtemps, normalement, voilà. Donc maintenant que c'est fait, je reviens dans ma surveillance, je redemande à voir tout, et quand tout, où est-ce que je l'ai mis? C'était ici. Nombre de fichiers dans l'IFS pour iBelieve. Pour l'instant, la requête est pending, donc ça n'a pas encore tourné. Comme je n'ai pas le temps d'attendre, je vais le forcer à faire un contrôle immédiat. Et si je rafraîchis, voilà, je rafraîchis et il me dit, c'est critique, il y a 41 fichiers dans mon répertoire au lieu des 20 que j'ai indiqués dans la commande. Et donc, je suis bien passé en critique. Donc, voilà, c'est à peu près aussi simple que ça, de créer des alertes et de faire de la surveillance. Encore une fois, tout ce que je vous ai montré là, le seul lien avec Control4i et avec l'IBMI, ce sont les deux lignes, le choix du plugin, le choix de la commande interne à utiliser et le paramétrage à faire. Tout le reste, c'est du standard. Si je vous fais la même chose avec PRTG, la présentation est un petit peu différente. Là, on a la liste des hosts. Dans le groupe IBMI, j'ai une partition qui s'appelle FTP. Bon, elle porte un nom un peu bizarre, mais c'est son nom quand même. Et une partition qui s'appelle prod. Et si je vais dans prod, j'ai un certain nombre d'indicateurs qui sont mis en avant. Et j'ai ici la liste des contrôles avec ceux qui sont OK et ceux qui sont en critique. Voilà, le paramétrage est un petit peu différent. Si je vais regarder l'espace disque, j'ai ici tous les détails avec des tas d'informations. Je ne vais pas vous les détailler ici, ce n'est pas le but. Et le setting, il est le même. Donc, le paramétrage. Dans le paramétrage, j'ai indiqué un nom de sensor, un nom de contrôle. J'ai indiqué le nom du script à utiliser. Et vous voyez que c'est le même que tout à l'heure. Là, c'est le spécialisé pour PRTG avec un point .exe au bout parce que c'est du Windows. Et les paramètres, l'adresse IP, là, il faut juste indiquer comme ça, et la commande. Voilà. Et le seul lien avec Control4i et avec l'IBMI, c'est ça et ça. Tout le reste, c'est du standard. Donc, configuration habituelle. Et le résultat, vous l'avez vu tout à l'heure, si j'ai les live data, il y a des graphes, il y a tout ce qu'il faut, enfin voilà, c'est très complet, il y a des graphes, des historiques, on peut mettre des commentaires, etc. Alors, je vais revenir sur les commandes. Le produit, pour le faire tourner, sur chaque partition, il doit y avoir le produit, c'est une bibliothèque, et un sous-système qui tourne en permanence, puisque c'est le plugin va discuter avec cet agent, lui envoyer les commandes et récupérer le résultat. Et vous avez remarqué quand même que le message, si je reprends ma commande ici, le message qui est là, exactement le message que j'avais trouvé ici, c'est exactement celui-là. Alors, vous voyez qu'il manque un petit morceau. Le morceau, ce sont alors, je ne sais pas la c'est la bonne. C'est celui-là. Donc, il manque un petit morceau, et le petit morceau, c'est ça. Et ça indique des données de performance, des données qui vont générer un graphe. Et c'est pour ça qu'il y a un graphe. Alors, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Mais le nombre de fichiers qu'il y a dedans vont générer un graphe. Et ça, c'est fait automatiquement. Je n'ai rien à paramétrer. OK? Alors maintenant, le produit doit être installé sur chaque partition IBMI. Il y a un menu. Grosso modo, le menu sert pour un certain nombre de commandes de contrôle, c'est tout. Et le reste, enfin, il n'y a pas grand-chose, je veux dire. Et le reste, c'est pour rappeler
les commandes qui sont mises à disposition. Et c'est tout. Et si je vais voir avec l'option 10 toutes les commandes qui ont un lien avec les travaux, eh bien, voilà toutes les commandes que j'ai à disposition. Grosso modo, ce menu me permet d'éviter d'ouvrir la doc à chaque fois que je veux chercher une commande. Je peux la retrouver là-dedans. Et si je veux vérifier qu'un sous-système est actif, eh bien, je l'ai là. Et je peux aller vérifier que Qbatch est actif et qu'il y a au minimum tel travail qui est démarré. Si je vais regarder par exemple le sous-système contrôle 4i, il y a le travail CT agent qui doit être présent. Voilà. Là, il me dit que tout va bien et que tous les travaux sont bien présents. Et si je dis qu'en fait, c'est le travail CT machin qui doit être présent, j'ai une erreur qui me dit qu'il manque au moins un travail, celui-là. Donc voilà le mode de fonctionnement de ce produit. Vous pouvez surveiller un sous-système et les travaux qu'il y a dedans, les travaux qui sont en message wait, et avoir une alerte s'il y en a. Et même pour ça, vous pouvez choisir le nom du ou des sous-systèmes, à prendre en compte, à omettre, les jobs, pareil, etc. Donc il y a à chaque fois pas mal de paramètres. Vous pouvez surveiller les sauvegardes. Avec BRMS, par exemple, vérifier que les sauvegardes ont bien eu lieu. Sur cette machine, normalement, il y a un groupe de contrôle qui est lancé tous les jours, qui démarre à 2 heures et qui est supposé se terminer avant 4 heures. Et là, il me dit, c'est très bien, il y a bien eu une sauvegarde avec BRMS sur le volume qui s'appelle bande 04, il y a eu une sauvegarde OK. En parlant si on n'a pas BRMS, contrôle, là, il y a une question qui est comment inclure nos propres commandes de contrôle. Enfin, en parlant de commandes, par contre, pardon. Eh bien, c'est documenté. Il y a dans la doc, il y a 230 ou 240 pages actuellement, je crois, en français. Le produit existe en français et en anglais, si vous voulez l'utiliser ou le faire utiliser par quelqu'un d'autre. Et pour utiliser vos propres programmes, si vous en avez un, on fournit un certain nombre d'exemples. Il y a un fichier qui s'appelle ctexample dans la bibliothèque CTL4i, la bibliothèque du produit. Et là, vous avez un exemple de commande et un exemple de programme, c'est celui-là. Et dans cet exemple de programme, on vous explique tout, comment il faut faire. Et grosso modo, dans cet exemple, il y aura 3 paramètres pour aller vérifier, pour faire un check OBJ, pour vérifier qu'un objet existe. Donc, il y a ces éléments-là en paramètres. On fait juste un check OBJ. Et avec le check OBJ, on récupère. Si la réponse est bonne, on envoie un message. Si c'est pas bon, on envoie le CTL 3999 avec le texte qu'on veut. Et si c'est bon, on envoie le 1999 avec un autre texte. Et c'est tout. Voilà. Donc votre programme, si vous avez un programme qui existe et qui dit oui, non, vous remplacez ça par votre programme, vous faites un test en dessous pour demander si c'est bon ou pas bon et vous envoyez le message que vous voulez. C'est tout. Voilà comment adapter vos programmes. Donc, plutôt simple. Je reviens à mes exemples. J'ai parlé des travaux, des sauvegardes. Il y a les contrôles de haute disponibilité, QuickEDD, Mimix, etc. On a aussi tout ce qu'il faut pour surveiller eCluster, juste on ne les a pas intégrés pour l'instant, mais il y a ce qu'il faut pour le faire. Les réseaux IFS, on a vu pour le nombre de fichiers ou la durée de vie d'un fichier dans un répertoire. Les web services qui peuvent être surveillés, vérifier que les services web sont actifs ou pas, etc. Et puis, il y a divers autres contrôles sur la CPU ou l'espace disque. La CPU, par exemple, dans les contrôles de CPU standards que vous trouvez dans Nagios gratuitement, vous pouvez surveiller la CPU globale. Ici, vous pouvez surveiller la CPU d'un sous-système. Juste celle utilisée dans un sous-système ou par un job si vous voulez le surveiller précisément. L'espace disque global ou par ASP, les problèmes, le work PRB, voir s'il y a des entrées dedans, etc. Et puis, si vous avez du M3 ou du MQ Series, il y a tout un paquet de contrôles liés à M3 ou liés à MQ Series. OK. Voilà. Voilà donc pour le produit. Et là, vous aurez tout un tas de copies d'écran qui vous reprennent tout ça dans le PDF, si vous le voulez. Il y a un dernier,
Ça, c'est la partie surveillance globale. Surveillance avec les outils, donc l'intégration de l'IBMI dans la surveillance classique de l'entreprise. Ce qui permet de faire gagner pas mal, puisque ça libère du temps pour votre administrateur, pour l'administrateur IBMI, qui, au lieu de passer son temps à faire un Worksys STS, peut regarder autre chose. Et juste être prévenu par mail ou par rapport à un écran qui serait en haut dans son bureau. Il y a un deuxième volet, une deuxième partie, qui permet de surveiller les messages. Alors, les messages, ce sont les messages de Q6OPR, de l'historique système ou de BRMS, ou des job logs de travaux actifs. L'idée, c'est de dire, si le message CPF 1234 arrive dans Q6OPR, je veux être prévenu et je veux avoir une alerte. Eh bien, pour ça, on va définir des scénarios, et on va pouvoir définir plusieurs scénarios. Donc là, le paramétrage se passe côté IBMI. Donc, on a changé de mode de fonctionnement. Côté IBMI, on va pouvoir créer un scénario pour chaque partie spécifique qu'on veut aller regarder. Et on va pouvoir surveiller Q6OPR, par exemple, ou n'importe quelle file d'attente de messages, ou les messages de l'historique système. Et dans un scénario, on n'indique pas grand-chose, hein, on dit qu'on veut surveiller une message queue, on donne le nom, ou BRMS ou QHST, et ensuite on va définir la liste des messages qu'on veut surveiller. Donc là, pour chacun de ces messages-là, s'ils apparaissent dans le Q6OPR, il y aura une alerte, critique ou warning, suivant ce qui a été défini ici. On peut utiliser des noms génériques ou des valeurs spéciales pour dire je veux tout surveiller. Pour chaque message, on va indiquer le type de criticité, on va voir après. On peut indiquer l'idée message, on peut choisir un texte qui va apparaître dans le message, dans le premier niveau ou dans le deuxième niveau, uniquement les messages provenant d'un utilisateur ou d'une gravité particulière. On a ces mêmes informations. Et comme on a des noms génériques ici, on peut dire ici c'est tous les messages de gravité supérieure ou égale à 40. Bon, on va dire ceux-là, je veux les omettre. Donc, même s'ils ont une gravité 90, c'est pas grave, ils ne feront pas partie du haut. Donc on peut faire à peu près ce qu'on veut avec ça. Le résultat, alors ici c'est une machine de démo, donc je vous demande votre indulgence. On ne la surveille pas, donc il y a probablement plein d'erreurs. Ici, si je vais regarder dans la définition que j'avais, donc uniquement pour cette, j'ai actuellement 66 erreurs critiques et 6 erreurs warning. Ça, c'est le résultat que j'aurai côté Centréon. Je dois l'avoir je dois avoir parmi les problèmes non pris en compte, voilà, Sales App, il y a 123 critiques, alors je ne sais pas pourquoi il y en a, c'est différent, tiens, surprenant. Peut-être qu'il n'a pas été rafraîchi celui-là. En tout cas, j'ai mon erreur qui est ici. Et comment je les vois, ces erreurs-là? Comment je les vois? Eh bien, je reviens ici côté IBMI, et là, je peux afficher, donc si je remets Sales App, et là, je vois mes erreurs warning, mes erreurs critiques, etc. Et quand je les ai vues, pour qu'elles ne fassent plus d'erreurs dans Nagios, eh bien, je peux les valider. Et une fois qu'elles sont validées, les messages sont toujours là. Je peux toujours aller les regarder avec le message complet. Mais ça n'est plus une erreur. Donc voilà. Et en plus, et j'en ai presque terminé, lorsqu'on est dans ces définitions-là, on peut donc définir les messages que l'on veut faire et on peut avoir un nombre d'actions. Et là, vous voyez qu'il y a 3 actions. Pour ce message-là, lorsqu'il arrive dans Q6OPR, les 6 premières fois, je vais faire une réponse. La 5e fois, je vais appeler une commande. Et la 7e fois, je vais faire une autre réponse. Donc les 6 premières fois, je choisis de répondre 1. Donc des occurrences de 1 à 6. La 7e fois, je vais répondre cancel.
Et la 5e fois, pour être prévenu entre les deux, je peux faire un send break message, donc appeler une commande, ou appeler un programme. Donc là, c'est à vous d'écrire le programme et on fournit un modèle. Ce programme a 5 paramètres qui contiennent l'identifiant du message, donc le message ID, le nom de travail à l'origine et les données du message. Vous avez toutes les données pour pouvoir faire une action particulière. Voilà très rapidement à quoi correspond ce module. Donc en conclusion, le contrôle forail, ça permet d'inclure l'IBMI dans la surveillance, dans le standard de surveillance de l'entreprise. Donc de rendre ces produits libres compatibles avec la surveillance de l'IBMI et de façon compréhensible pour un administrateur IBMI. Donc grosso modo, ça réconcilie le monde du libre et l'administration IBMI. Il n'y a pas de développement, ou pas de développement obligatoire, mais quelqu'un a posé la question, vous pouvez mettre si vous le souhaitez. Et ça permet de surveiller le système, ce qui est fait habituellement par ces outils-là, et les applications, ce qui est fait habituellement par les administrateurs IBMI. Donc, ça permet de quasiment tout surveiller directement depuis un programme IBMI. Et ça s'installe très, très facilement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y a une question. Peut-on surveiller une DTAQ? Peut-on surveiller la durée d'un job récurrent afin de savoir s'il tourne depuis longtemps? Alors, une DataQ, oui. C'est ici, je crois. Non, c'est dans le 14. Il y a un check DataQ. Donc, vous indiquez le nom de la DataQ et le nombre de messages minimum et le nombre de messages maximum. Donc, s'il n'y a pas de minimum, c'est 0. Et si au maximum, il doit y avoir 3 messages, 3, c'est warning et 4, c'est critique, par exemple. Donc, je n'ai pas de DataQ ici à vous montrer, mais oui, il y a moyen de le faire. Et la durée d'un travail, alors la durée d'un travail, il y a un truc ici qui permet de dire qu'on va surveiller qu'il n'y a pas de travaux qui durent trop longtemps. Donc là, avec cette commande, l'idée, c'est de dire, vous donnez le nom du travail ou des travaux, vous pouvez mettre des noms génériques, des travaux à omettre, éventuellement un profil utilisateur ou un sous-système particulier, et dire que tous ces travaux-là doivent être actifs, doivent durer moins de 1 minute dans cet exemple-là. Donc oui, aux deux. Voilà, la grande majorité de nos clients sont contents d'utiliser ce produit et sont contents aussi du support quand il y a des questions. Voilà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous joindre. Alors, vous pouvez soit nous joindre directement, soit pour poser des questions, soit voir avec votre partenaire, votre revendeur préféré, qui, pour beaucoup, connaissent nos produits et les distribuent. Et puis, s'ils vous disent qu'ils ne connaissent pas, vous leur donnez nos coordonnées, vous nous appelez et on les contactera. Pascal, juste, il y a eu une autre question en attendant. Là, la réponse, c'est si, mais je te laisse répondre. Pas d'autres intégrations que celle avec Nagios? Donc, si. Avec tous les outils, avec plusieurs outils de monitoring. Je l'ai indiqué au départ, il y a Nagios et je dirais tous les outils de monitoring qui peuvent au moins se baser sur le même principe, c'est-à-dire qu'ils peuvent appeler un plugin. Et il y en a pléthore. Je vous ai cité Centreon, PRTG, SolarWinds, Isinga, Chimicon, Zabbix. Dernièrement, on a découvert Monitoring Engine. Voilà, il y en a plein. Donc après, si vous avez un outil spécifique que je n'ai pas cité, envoyez-moi un email. Vous avez mon adresse ici et je vous répondrai si on l'a déjà rencontré ou si on peut le faire. Voilà, merci de votre participation et à bientôt. Il n'y a pas d'autres questions, Amel? Non. Non, il y avait une question sur le prix, mais j'ai dit de me contacter directement. Très bien. Voilà, et je suis presque dans les temps. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.